conception sur le bouclier solaire, le déphasage qui est importante au regard de la surchauffe mondiale. Oui. Et qu'on regarde, puisqu'on l'a dit ce matin, que les émissions de polluants aussi croissent quand il fait très chaud, l'inconfort complètement avec, l'effet de... C'est la loi d'Arrhenius. La loi de D'Arrhenius. Monsieur Arrhenius, parmi nous. Merci Francis. Mais voilà, donc ça c'est un élément à ne surtout pas oublier pour toutes les années à venir. Si on regarde les projections de température de Météo France d'il y a 30 ans, c'est celle qu'on se sert encore à l'heure actuelle pour regarder nos progressions. On ferait mieux de regarder, c'est juste l'année dernière, pour projeter un petit peu mieux. Mais là, c'est en train de nous rattraper. Voilà, on est appelé à travailler sur la notion de résilience, je dirais de tenter d'assurer, si possible, d'abord passivement une stabilisation hygrothermique maximale, régulation de l'humidité de l'air et stabilisation des températures maximales pour avoir moins de recours au système, moins détériorer l'air intérieur, préserver le vivant, les structures et effectivement la moindre opération aujourd'hui, on travaille avec les scénarios du GIEC, les projections du GIEC à horizon 2050 et maintenant même 2070, de sorte de proposer aux maîtrises d'ouvrage quels surefforts éventuellement sont nécessaires, est-ce que c'est pertinent d'aller encore plus loin pour être sûr d'être préparé, d'être adapté, je dirais, préparé au futur. Je reste sur celui-là. Deuxième opération, donc on reste, je dirais, un peu dans l'hébergement locaux de sommeil, mais c'est un internat pour la région Poitou-Charentes, qui a été le premier bâtiment E4C2. Il est à énergie positive. Le programme nous avait demandé un bâtiment à énergie positive. E4C2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peu une préfiguration de l'Aéro 2020 avec des crans de performance énergétique et de performance carbone. Et c'était marrant parce qu'il était réputé à l'époque, 2016-17, que c'était incompatible de monter à la sobriété carbone maximale tout en montant à la meilleure performance énergétique E4C2. Et en fait, on était content d'avoir prouvé assez simplement que c'était évidemment compatible. Mais voilà, il y a toute une approche systémique derrière. La réponse matériaux, elle était également autour du bois terre-paille. Vous voyez la labotte cette fois-ci en extérieur, avant enduit chaussable dessus. Tout à l'heure, on la voyait en intérieur dans les logements. De la terre crue qui est apportée dans la circulation centrale. Et pour ce qui est je dirais de la logique aérolique, on avait fait le choix d'installer un puits climatique, donc ce que d'aucuns appellent puits canadien ou puits provençal. On a travaillé sur les règles RAGE qui avaient été, je crois, diffusées en 2016, et puis d'autres modèles de calcul, Gaia, etc., pour faire notre propre, je dirais, pré-calculette de dimensionnement. Et donc, pré-traitement thermique de l'air neuf entrant. Et c'est un bâtiment qui est en plus monitoré, il est instrumenté. On a eu les retours de la région, parfaitement intéressant, il respecte ses promesses. C'est un bâtiment qui va être monitoré dans le temps encore. Alors, on avait accès, nous, aux sondes entrée-sortie d'air, par exemple, du puits. On l'a regardé un peu à des périodes extrêmes, hiver, été. Et la région a fait un rapport, il y a déjà 1 an et demi, un premier sur les retours de est-ce qu'on est dans les clous, conso, éclairage artificiel, besoin de chauffage, confort d'été, etc. Et pour information, tout était hyper précis, ramené au DJU de l'année instrumentée, avec un petit écart, c'est pas très intéressant pour aujourd'hui, mais voilà, on produisait moins en photovoltaïque, donc on cherchait pourquoi. Et en ECS, difficile d'être sûr d'être dans les clous de ce qui va être consommé. Là, interne, adolescent, bon, est-ce que, en tout cas, on était pour le douche chaude très longtemps. On était en dérive sur ces deux postes et pas du tout sur les autres. Un autre projet qui est également de plein pied, également neuf, mais on part un peu en Dordogne cette fois, avec une autre réponse sur l'aérolique. C'est un foyer d'hébergement avec la même agence d'architecture pour info, Dauphin Architecture. Il est également E4C2, il est également énergie positive, c'est inscrit au programme, il est labellisé pour le coup BEPOS. Il a été labellisé bâtiment du futur, donc dispositif région Nouvelle-Aquitaine avec un soutien financier important. Bois terre-paille également, mais une réponse en pisé porteur qu'on voit un petit peu tout à gauche là-bas, un orage de terre crue pisé. Il a été lauréat prix régional construction bois 2020 dans la catégorie travail à accueillir, lauréat off du développement durable 2021. Pour l'aérolique, le site nous avait entraîné, on avait identifié qu'il y avait
un gisement d'aérolique extérieure assez fort, assez constant, étant donné qu'on était proche d'une crête d'une colline, on était quasiment en hauteur et qu'elle était dans le sens des vents dominants. Donc on a voulu proposer aux architectes de travailler sur l'émergence de la circulation centrale. On voit un petit peu des lumières zénithales là-haut pour, je dirais, aller disposer le long. On a soulevé la couverture pour lui donner des rôles, lumière naturelle, récupération des eaux pluviales, etc. Exutoire de ventilation, tout simplement comme je dirais, des fenêtres de toit ouvrantes dans les verrières, mais également une série de tourelles qui ont été installées, des tourelles de ventilation naturelle assistée contrôlée que vous voyez ici avec des ailettes, devant laquelle, qui sont pour les espaces de grand volume, avec forte occupation potentielle, avec une entrée d'air dans ces grands volumes, et l'air est donc entraîné par l'effort aérolique extérieur pour consommer moins d'électricité pour cette partie-là. Et puis, on a quand même mis une batterie chaude devant les entrées d'air, puisqu'il peut y avoir des moments où ça serait contre-productif, on aurait un air un peu trop froid, et ça fonctionne plutôt bien. On a eu pour le retour d'expérience, à rajouter un clapet piloté quand même sur sonde de qualité de l'air. À un moment, on avait deux tourelles dans le même espace et une qui faisait entrer l'air. Donc, quand on essaie de travailler avec le naturel, il y a un point de vigilance quand même assez important sur l'aérolique. Mais maintenant, ça fonctionne bien. Naturel assisté. Ouais, NAC, tourelle de NAC, ventilation naturelle assistée contrôlée. Les chambres, quant à elles, pour information, je vous le remonte quand même, pardon, je suis allé un peu vite. On a des réglettes d'entrée d'air basse pression là-haut, au-dessus des menuiseries, donc qui s'écartent un peu de ce qu'on connaît en simple flux habituel dans les menuiseries. Et elles étaient, en fait, on avait quand même des pièces humides évidemment dans les chambres et on a un tirage quand même mécanisé. Le bureau d'études fluides avait un peu peur d'un reflux, et donc les chambres sont traitées comme ça. On a quand même à chaque fois de tous les projets, vous voyez, une stratégie de ventilation naturelle de confort dès la mi-saison été, avec par exemple un bardage ajouré que vous voyez ici, dont les sections ont été calculées, de sorte de pouvoir permettre aux gens de décharger la nuit avec une atteinte quand même de taux de renouvellement d'air bien supérieur à ce qu'on atteindrait en mécanique. Un peu plus tard dans l'histoire, on part à Floirac, sur la colline à Dravemont, avec les architectes Coquelin-Buvette, et c'est une opération neuve donc de collège dans laquelle on a utilisé 14 tourelles hybrides avec un pilotage de fonctionnement sur horloge, en gros 6h30, 16h30 du lundi au vendredi. On a quand même un lien avec l'ouverture des Velux qui eux sont pilotés sur détection de CO2. Et on a eu un retour d'expérience après 1 an ou 2 d'exploitation. Le maître d'ouvrage était plutôt satisfait. On a réuni le boîte de CVC, nous-mêmes et tout le monde. Donc là aussi, ça venait d'une analyse d'un gisement quand même, d'un potentiel. Et les tourelles, vous les voyez sur la coupe là-haut. Et également, on en voit une ici. Et là aussi, une stratégie, je dirais, de ventilation naturelle à destination de l'usager, beaucoup plus frugale, ouvrant, bardage ajouré, tout simplement pour aller, mais évidemment hors période de chauffage, compléter l'aérolique intérieure. On peut atteindre souvent 15-20 volumeurs en naturel, si on n'est pas en mode orienté, si on est en traversant. Vous allez pouvoir pousser à 4 volumeurs dans des locaux bien conçus, dont les menuiseries sont bien conçues, une géométrie un peu spéciale. Et sinon, en mécanique, on est souvent autour de 0,8, 1, 1,2. Donc si on compare les deux en dégagement de polluants, en dégagement de chaleur dans une masse minérale, dans une dalle béton, dans de la terre crue, etc., on se doute bien qu'on va aller faire un travail beaucoup plus profond à 15 volumeurs qu'à 1 volumeur. Ensuite, on reste en enseignement. Je pense que c'est la dernière référence pour moi. On est plutôt à Saint-Médard-en-Jalles de l'autre côté, une réponse architecturale assez différente de celle qu'on vient de voir, un peu plus par l'agence Dauphin. Et là, le système était différent, un peu suréquipé, on peut dire. On est quand même, c'était à double flux pour la période hivernale, la période de chauffage, un peu classique, dans un bâtiment donc aussi très isolé, la majorité en botte de paille. Il n'y a pas de terre de mémoire, mais donc bois paille, très isolé, très étanche à l'air et très isolé.
Et là, on est, c'est à double feu pour la période hivernale, et dès qu'on arrive à peu près à 15 degrés, on commence à travailler avec les tourelles qui sont disposées en toiture, mais là, elles sont non hybrides, non assistées, contrôlées, elles ont des clapets de registres, mais c'est tout. Elles sont connectées aéroliquement avec les ouvrants à destination de l'usager, pour le coup, en bas dans chaque classe. Donc il y a un calcul à chaque fois qui est fait selon qu'on est juste sous toiture ou à l'étage en dessous. Évidemment, l'efficacité est différente dans les deux cas. Et voilà. Donc on a, je dirais, une stratégie saisonnière, mais un peu, voilà, je dirais quand même un équipement un peu complexe. Je pense que je passe la parole à Pierre. Et bon, au moins 10 minutes. J'ai vu qu'il a plus à dire que toi. Donc. Ah oui, c'est vrai, moi je vais faire beaucoup plus. Approche à la balle. De toute façon, oui, voilà, il n'y a qu'une. Pas besoin de la sapette. Donc Pierre Séval, maître d'œuvre du cinéma. Donc moi je voulais compléter le propos de Julien, mais plus sur une échelle beaucoup plus petite, sur de l'habitat, puisque là l'idée c'était de pouvoir, on en a parlé un peu ce matin, mais le choix de la ventilation sur ce projet-là a été vraiment en fonction de ce dont on a parlé en fin de matinée, sur le besoin de se protéger de l'air extérieur. Donc là on parlait de typiquement la présence d'une route plein ouest à fort trafic, où on a dit on a besoin de se protéger acoustiquement de cette partie-là. Le problème dans un secteur où on avait potentiellement de la pollution accidentelle qui pouvait venir d'installations industrielles, et la volonté aussi de voir quelle était la part de la maison sur le fonctionnement du système, puisque c'est un système en insufflation dont on connaît le rendement et le fonctionnement sur du conventionnel. Et là, on voulait voir justement la part de l'utilisation de la paille, de la terre, de la chaux, du béton de chambre en chape isolante, pour pouvoir justement voir si ces matériaux-là, avec l'apport qu'ils ont sur l'ambiance intérieure, allaient pouvoir permettre justement de faire travailler la machine à des rendements inférieurs, et avec une qualité d'air intérieur qui allait être pour le coup monitorée, et où on allait voir par saison l'effet des matériaux plutôt que l'effet du système. Donc ça c'était un peu l'intérêt de cette installation. Donc c'est un projet qui est en cours, donc on n'a pas de retour d'expérience, et ça va être justement l'occasion de prolonger le monitoring le plus longtemps possible pour voir l'effet, pour le coup cette fois-ci, des matériaux, sachant que là on voulait aussi avoir la capacité, comme le besoin est hyper faible, on a du coup un R de quasiment plus de 7,5 dans les murs, en plus d'un déphasage considérable qui est quasiment de l'ordre de 12 heures sur les toitures, avec de la paille hachée insufflée dans les rampants, en complément d'une fibre de bois sous toiture. Et du coup, on voulait aussi avoir la possibilité de filtrer cet air neuf, cet air entrant, et de le préchauffer. Donc cet air neuf est en plus connecté à la pompe à chaleur, qui va pouvoir permettre avec un échangeur à mi-saison de gagner les quelques degrés qui nécessiteront, qui permettront de ne pas déclencher le chauffage. Donc ça fait partie des choses à monitorer par la suite. Voilà, très bien, mon intervention. T'inquiète, c'est bon, on va passer à des petites questions. Et moi j'ai un petit quelque chose. Parce que hier soir, avant d'arriver, nous étions à un conseil de l'ordre des architectes. On a assisté avec certains d'entre nous, avec Fabien et Valérie, à notamment une présentation sur le réemploi. C'est pas pour taper sur les architectes. Je commence comme ça, en général, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Non, on a parlé de réemploi, on n'a pas parlé de qualité de l'air une seule fois. Juste dit qu'à un moment donné, il pouvait y avoir de l'amiante ou du plomb et qu'effectivement, ce n'est pas réutilisé. Mais la question se pose, et c'est à toi que je m'adresse, Julien, et à toi, Pierre, c'est le réemploi et la qualité de l'air. Quels sont les éléments auxquels il faut vraiment faire attention par rapport à cela, parce que tout ce qu'on va réemployer est-il bon pour la qualité de l'air, ou au moins de s'inscrire dans un projet vertueux. Et auquel cas, on peut y aller pas les yeux fermés, mais évidemment il y a une réflexion qui se pose. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut tout réutiliser facilement? Pour faire une première partie de la réponse, on a, par rapport à ce qui s'est dit ce matin sur les polluants, qu'on a du coup essayé d'éradiquer, à partir du moment où on réemploie des matériaux qui potentiellement contiennent encore des vieux polluants qu'on a éradiqués depuis quelques années, amiante, plomb et tout ça dans les peintures, il y a ce risque-là, et c'est dans
dans la requalification des matériaux avant réemploi qu'il faut s'assurer qu'on ne va pas remettre des choses dans la maison. L'avantage, c'est ce qu'on disait avec les meubles suédois, pour ne pas les citer, c'est que pour le coup, le réemploi de sanitaires ou de meubles, leurs polluants ont été déjà relâchés dans l'ambiance depuis un petit moment déjà. Et là où on voulait aussi intervenir avec Julien, c'était sur la partie phase un peu chantier, puisque toute cette partie réemploi, on pouvait avoir potentiellement des polluants relargués dans l'installation de ventilation. Je crois que tu voulais en évoquer un peu ce sujet. Alors, c'était pas spécialement pour l'histoire de la ventilation, c'est en phase chantier. Enfin, il y a un point de vigilance sur la réalisation des chantiers et on s'est appuyé sur un rapport de l'ADEME qui s'appelait Ishak qu'on a beaucoup utilisé depuis l'an dernier. Il nous a il a révélé, je trouve, pas mal de points de vigilance sur les opérations en phase chantier, des choses qu'on n'avait pas encore assez en tête, sur je dirais le capuchonnage des réseaux de ventilation en phase chantier, sur la prise de conscience qu'il y a pas mal d'opérations vers le terme du chantier qui vont augmenter l'hygrométrie dans des espaces qui commencent à être quand même confinés, on est plus étanche à l'air, on commence à avoir les menuiseries qui sont posées, le menuisier veut protéger ses baies avant livraison sous du polyane, il enlève les poignées, donc on termine les dernières semaines et mois de chantier bien dans un Tupperware. Or, on a encore des ouvrages, béton, chape, ça peut être la terre aussi, qui relargue de l'humidité. On va passer notre temps au-dessus de 80%. Et c'est au moment où il y a un cocktail explosif avec des vernis, des peintures, des cols de sol souple, etc. Et ça, l'humidité qui s'incruste énormément aussi dans les parois. Et on va avoir des jolies photos de pierre tout à l'heure aussi. Il y a ça que je voulais dire. Après, sur le réemploi lui-même, je n'ai pas encore beaucoup de données, mais je suis complètement d'accord sur le point de vigilance total et entier. Je veux dire, pas juste se satisfaire c'est déjà une sacrée gageure d'arriver à monter le taux de réemploi un peu fortement. Surtout pas oublier qu'on peut tout à fait embarquer des choses qui ne sont pas opportunes. Nous, on n'a pas trop été exposés à ça pour le moment. On a réemployé des ardoises, mais en extérieur. On a réemployé des briques, mais pour faire des installations extérieures. En intérieur, on a réemployé en scolaire quand même on a pu réemployer des chauffages à l'ancienne, des radiateurs à l'ancienne, mais ils ont été totalement sablés et repeints. On a réemployé des faïences de sanitaires en scolaire aussi. Donc là, je pense on n'avait pas plus de doute que ça là-dessus, mais peut-être qu'il faudrait s'en assurer. En tout cas, globalement, le sujet n'était pas posé, mais il va l'être en tout cas pour tout type de revêtement. On va réemployer les bardages beaucoup là. La vigilance va être totale. Après, il y a une grosse part de réemploi dans les chantiers qu'on fait, c'est la terre crue. Parce qu'en fait, c'est souvent de la terre qui est issue d'excavation des fondations qui se retrouve ensuite dans les enduits et où c'est un matériau qui est réemployé directement sur le chantier et qui, pour le coup, participe à la qualité d'air intérieur et sur lequel il faut aussi qu'on ait vérifié que cette argile-là, vous parliez de poche de radon, tout à l'heure, elle peut aussi être polluée par tout un tas de choses. Et au moment de la mettre dans les enduits, il faut aussi qu'on se soit assuré qu'elle était compatible avec tout ce qu'elle va rejeter dans l'ambiance après. Donc la vigilance, on peut y aller, mais on va essayer d'accélérer de nouveau, puisque au Conseil de l'ordre des gardes, justement, c'était le souhait d'aller de plus en plus vers cela, puisque c'est non seulement le challenge, mais c'est aussi une ressource compliquée d'avoir aussi des nouveaux matériaux. Donc, comment dirais-je, c'est un point d'équilibre à trouver et de ne pas oublier de bien faire. On va regarder tout ça à 180 degrés. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On peut les applaudir. Je ne sais pas s'il y a une question. Encore une question. Sinon, ça peut faire l'objet en suivant. Les petits jeunes, maintenant. Hop, tu veux. Merci beaucoup.
Daniel. Donc le plaisir d'accueillir maintenant avec nous Pierre Vaillard des Compagnons du Devoir et Daniel Jacquemot, qui est le directeur de politique technique de Calibat. Daniel, tu vas condenser à faire un petit peu, mais je sais que tu maîtrises parfaitement. Et puis Pierre va nous parler, comme je vous le disais aussi ce matin, la conception et la réalisation des installations, notamment de ventilation, puisque tu es le formateur référent national des Compagnons du Devoir pour zone climatique et ventilation. C'est à peu près ça? C'est presque ça, oui, tout à fait. Vas-y. Dans les grandes lignes. Donc, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore croisés. Merci Julien et Pierre pour leur intervention sur la partie conception. Je pense que ce qu'on va aborder comme sujet sur la partie réalisation va venir compléter. Donc, ce ne sera pas sur des cas concrets tels que ce que vous avez présenté, parce qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué de parler de tout ce que l'on doit faire, ne serait-ce qu'en installation et tout ce qui va justement se joindre à tout ça. Donc, pour résumer rapidement, effectivement, donc je suis compagnon plombier. Voilà, donc je suis rentré chez les compagnons après le collège. Voilà. Et j'ai suivi un cursus en génie climatique et arrivé donc en fin de Tour de France, je me suis orienté plus sur la partie ventilation qualité d'air des bâtiments. Et aujourd'hui, effectivement, je suis ce qu'on appelle un chargé de mission. Voilà, donc je m'occupe de toute la partie développement des contenus de cours, des pôles techniques, partenariat mécénat et donc représentation des compagnons auprès des institutions professionnelles, voilà, nationales. Donc, pour les Compagnons du Devoir, je pense que le résumé, vous l'avez plus ou moins eu ce matin par le prévôt et pour ceux qui ont eu l'occasion, je pense, de faire la visite. Voilà, donc les Compagnons du Devoir, association ouvrière, à but non lucratif, voilà, loi 1901. Nous, la devise, permettre à chacun de s'accomplir dans les parts de son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de vous faire profiter aujourd'hui. On y arrive, apparemment. On y arrive. Et donc, on va rentrer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. Et effectivement, en qualité de centre de formation, aujourd'hui, la partie réalisation va passer essentiellement par tout ce qui va être justement la montée en compétences. La montée en compétences aujourd'hui qui est vraiment un facteur à ne pas prendre à la légère. Et puisque, je pense que Daniel appuiera mes propos après sur la partie plus réglementaire, mais effectivement, la ventilation a toujours été considérée comme étant le parent pauvre du bâtiment. Voilà, aujourd'hui, au niveau des chiffres, on est encore pratiquement un bâtiment sur deux en conformité, en tout cas en habitat. Tout ça se traduit essentiellement par une méconnaissance soit de l'aspect réglementaire, soit effectivement de l'aspect également mise en œuvre, qui est souvent négligé parce que l'air ne se voit pas, parce qu'on ne va pas mettre 3 jours ou 4 jours à faire une installation de ventilation chez un particulier parce que ça ne rapporte pas assez. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte que ces négligences peuvent entraîner énormément de dégradation au sein de la santé ou au sein du bâtiment. Donc la montée en compétences, effectivement, aujourd'hui, telle que je l'ai interprétée, telle qu'aujourd'hui, on va dire, on essaye de la mettre en place au sein de la filière, voilà, donc on va passer par plusieurs aspects. La partie conception-réalisation, dont Julien et Pierre ont brièvement, on va dire, présenter un petit peu tout ce qui peut être ingénierie au sein des structures, la conception, la réflexion de bout en bout, quel est l'objectif que l'on veut atteindre. Donc on va passer par effectivement connaître et comprendre les systèmes, qui est quelque chose d'assez primordial aujourd'hui, maîtriser tout ce qui va être l'aspect lecture de plans, identifier des problématiques éventuelles justement sur ces plans et pouvoir éventuellement trouver des solutions rapidement, connaître les matériaux, les équipements, l'outillage adapté, le respect des réglementations et les préconisations fabricants en matière de mise en œuvre. Voilà. Ça c'est l'approche qu'on va avoir sur la partie réalisation aujourd'hui et conception. Voilà. Et tout ça, bien sûr, dans l'esprit de se dire que ça, ce n'est que la première phase, on va dire, d'une installation, puisque la continuité, effectivement, ça va être la partie exploitation. Donc, on aura l'occasion d'aborder un peu plus le sujet après. Mais effectivement, l'installateur aujourd'hui se doit d'avoir cette vision aussi de la partie exploitation, c'est-à-dire avoir un esprit critique, lors notamment de sa vérification visuelle, mais ça passe aussi par la réflexion dans le cadre de son installation. C'est-à-dire une fois on sait à peu près ce qu'on va installer, c'est se dire il faudrait que je pense peut-être à la maintenance de mon équipement après. Donc c'est une réflexion qu'aujourd'hui on essaie d'avoir de plus en plus. Maîtriser la mise en service et la mise au point pour répondre à un cahier des charges. Aujourd'hui c'est bien, mais un système, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton et se dire ah tiens j'ai mis une feuille de papier toilette et ça fonctionne. Voilà. Malheureusement on le voit encore beaucoup trop souvent. On n'en parle pas, c'est pas un bon test. Voilà, donc ça on n'en parle pas, je vous ai rien dit, d'accord? Savoir effectuer aujourd'hui une prise de mesure, quelque chose de primordial. La réglementation aujourd'hui nous impose de faire des prises de mesure qui sont concrètes et surtout qui vont rendre, on va dire,
qui vont tout simplement en fait, rendre conforme en fait, l'installation qu'on va faire. Voilà. Donc je laisserai Daniel puis les dire par rapport à ça. Et surtout par rapport aux clients aujourd'hui, ou en tout cas par rapport à... on va dire oui aux clients, hein, excusez-moi, en tant qu'installateur, voilà. Restituer les documents techniques et informer le client sur l'installation et les opérations de maintenance future. Chose qui est encore une fois trop négligée. Aujourd'hui, je pense que, alors peut-être pas parmi les personnes présentes dans la salle, mais quand on pose la question, des fois, quand on fait de l'information auprès de personnes, on va dire, extérieures à tout ça, une personne sur deux est en incapacité de dire quel système il a chez lui. Voilà. Donc tout de suite, ça devient problématique. Claire-Sophie Kedben serait là, il y a une petite étude qui a été faite, notamment avec elle a piloté. Ils avaient interviewé 12 familles. Sur les 12 familles, il y a 4 familles qui disaient qu'ils étaient sûrs d'avoir de la double flux. Non, ils avaient une ventilation naturelle au débasses. Mais ils voyaient qu'il y avait un entrée, une sortie, pour eux c'est un double flux. Ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà, donc il y a une vraie, on en parlait ce matin, il y a une vraie acculturation qui est nécessaire de mon logement, je ne vais pas le subir, il faut à un moment donné que je sache quoi y faire et pour bien faire. Tout à fait, effectivement. Donc ça passe effectivement par le respect de la bonne mise en œuvre des différentes choses, voilà, pour justement éviter d'avoir affaire à ce genre de spectacle que l'on peut rencontrer régulièrement sur les chantiers. Je remercie la QC d'ailleurs pour les photos, effectivement. C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA, effectivement. C'est de la vraie vie. On parlait, voilà, donc, alors je ne me rappelle plus du nom du document de l'ADEME que vous avez abordé tout à l'heure. Voilà, Chakaï, par exemple, qui aborde par exemple des sujets au niveau de la réalisation sur chantier, voilà, quand on parlait de cadrans, des conduits, des choses comme ça. Aujourd'hui, énormément de petites actions telles que celle-ci, aujourd'hui, vont avoir un impact énorme sur l'installation. Voilà. Et donc là, c'est des choses qu'on a essayé de inculquer après. Mais ne serait-ce que la base, des fois, quand on fait un petit peu attention, on se rend compte que même la base n'est pas acquise. Voilà. Donc quand on voit, par exemple, ce genre de réseau, voilà, dans des combles, en gaine flexible, non isolé, voilà, souvent avec justement des papiers craft sur l'isolation qui est totalement craqué. Voilà. Donc ça, c'est le risque. Hein. Je pense que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, augmentation des pertes de charge, risque de condensation dans les conduits, voilà, risque de percement, voilà, toutes ces choses-là, mis bout à bout, vont faire qu'on va dégrader le bâtiment. L'écrasement des conduits, voilà, parce qu'on n'a pas pris en compte la hauteur du plafond, parce que peut-être une mauvaise lecture de plan ou des choses comme ça. Ici, le mauvais accès de la centrale, voilà, qui va pas du tout faciliter toute la partie entretien et maintenance. Ici, la mise en place d'une bouche d'extraction à côté d'une entrée d'air. Voilà. Le flux d'air est compréhensible. Ah bah, là au moins ça va vite. Hein. Là, il n'y a pas de problème, c'est du direct. C'est du direct. Et puis, ce type d'entrée d'air, effectivement, également, ce type d'entrée d'air que l'on rencontre beaucoup trop souvent quand elle ne peut pas boucher avec du papier scotch ou alors avec du papier à l'intérieur directement. Et ici, le fameux manque de l'étalonnage de porte intérieure. Voilà. Donc toutes ces mauvaises mises en œuvre, toutes ces malfaçons. Voilà, c'est juste pour revenir, la phrase est importante, on y tient. La mise en œuvre, ça se respecte. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour une installation, c'est 25, 30, 35 ans de mise en place. La personne qui va faire son installation, c'est son métier, elle respecte ce qu'elle a bien à faire, mais il y a aussi le respect de l'usager derrière, et de se dire, j'ai pas bâclé un truc, il faut aller au bout, et puis maintenant on va voir un petit peu des choses qui sont posées. Alors oui, effectivement, la mise en œuvre, ça se respecte. Pourquoi sinon, tout simplement, voilà. Donc ça, c'est des dégradations que l'on peut également rencontrer. Alors on pourrait penser que c'est exagéré, mais loin de là. Au contraire, voilà, des plafonds qui condensent, des murs imbibés de moisissures, parce que de forte humidité, voilà, qui n'est pas su s'évacuer. Alors, humidité non seulement entre la phase chantier, mais également pendant la phase exploitation du bâtiment. Voilà. Et le dernier, donc comme on en parle depuis ce matin, la qualité d'air intérieur, voilà, pour les occupants, pour nos enfants, voilà, futurs. Bon, j'en ai pas encore, mais peut-être, si jamais. Voilà. Mais bon, demain, si j'en ai, j'aimerais bien que mes enfants puissent vivre dans un bâtiment sain, voilà, même si le terme sain est peut-être un petit peu poussé, effectivement. Qu'est-ce qu'un air sain? Tout à fait. Voilà. Mais effectivement, toute cette partie-là. 5 heures. Toute cette mise en œuvre. Oui, moi j'ai plus qu'une minute, donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler vite. Mais toute cette partie mise en œuvre aujourd'hui, effectivement, va être importante là-dedans. Alors, nous, chez les Compagnons du Devoir, pour faire un petit focus rapidement, aujourd'hui, on a développé des formations justement pour faciliter la compréhension de la réglementation sur la partie mise en œuvre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur énormément de choses. Donc là, vous avez quelques photos, par exemple, de notre centre de formation à Amiens.
où on va travailler en fait tout simplement à la découverte des différents systèmes et des différents produits, que ce soit au niveau des machines ou alors au niveau des réseaux, voilà, qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir mener à bien des installations dans les règles de l'art. Voilà, donc on va travailler sur des panneaux, on va travailler également sur des cas concrets, puisqu'on a la chance à Amiens d'avoir pu construire une maison, on va dire à échelle 1, au sein de l'atelier, qui nous permet effectivement de pouvoir faire des vrais tests de mise en œuvre et de vraie mise en service, mise en pression également du bâtiment pour vérifier sa perméabilité et tout ça. Voilà, donc on a vraiment des vrais résultats derrière. L'avantage également, c'est qu'on travaille aussi sur toute la partie mise en service. Voilà, donc là je vais passer par exemple sur les cas concrets après. L'application des textes réglementaires, mise en service et contrôle, aujourd'hui c'est quelque chose de primordial. Disons que, étant un petit peu, alors sans avoir des grosses chevilles, voilà, étant un petit peu précurseur dans cette partie, on va dire formation et montée en compétences, on s'est dit que le plus simple et le plus pertinent, ce serait tout simplement de répondre à une fiche de poste. À une fiche de poste dans l'entreprise, se dire si demain un employeur veut embaucher une personne pour cette partie ventilation, de quoi la personne a besoin, a-t-elle besoin en face de moi. Donc on est parti sur cette partie conception, réflexion, conception, travail sur plan, mise en œuvre, où on va travailler les différents façonnages dans les règles de l'art, et après effectivement toute la partie mise en service et contrôle. Voilà. Donc là vous avez quelques exemples, effectivement encore une fois, de mise en œuvre de réseau, où après derrière on a effectué par exemple des tests humigènes, des tests de mise en pression, des pressions des réseaux, voilà. Et le tout justement dans le respect des réglementations aujourd'hui en construction. Et tout ça dans un seul but, Les jeunes. l'usager. Et l'usager de Et ça s'en va. Merci beaucoup. Les compagnons du devoir, c'est des malades mentaux. On revient juste à la slide d'avant. Ils ont posé ça au niveau. Il fallait bien faire. Je les ai vus faire, j'étais en direct, vous avez vu, je suis là. Mais en fait, ils ont vraiment été pousser le vice un peu loin. Mais à un moment donné, ils ont été très très vite, même en mettant des niveaux pour faire la pose des réseaux. Comme quoi, bien faire, c'est pas forcément ni plus long ni plus compliqué. Au contraire, on revient là-dessus. Et là, on y gagne énormément. Merci, mon cher Pierre. Bravo. Daniel, à toi. Oui, je vais faire. Voilà. Ça y est, t'appuies sur le mauvais bouton, Daniel. La flèche. Ouais, t'en bouge pas, on va y arriver. Yes. Bon, en attendant, je présente juste 2 minutes Calibat. Vas-y. Attends, Voilà. ouais, c'est vraiment celle-ci. Oui, d'accord. Donc Calibat, c'est un organisme de qualification. C'est une association en loi 1901 qui existe depuis 1949. Donc qui qualifie les entreprises du bâtiment, uniquement du bâtiment d'ailleurs. Tout l'aspect électrique, ça fait pas partie de Calibat. Donc on a 338 qualifications de certification, et donc parmi toutes celles-ci, il y a des qualifications bien sûr pour la pose des installations de systèmes de ventilation. Il y a des qualifications aussi un petit peu nouvelles, ce qu'on va voir un petit peu après. Bon, tout ça on peut passer parce que ça a déjà été un petit peu dit ce matin. C'est important à regarder quand même les 78%. Et au moins des points. Ouais. Donc ça nécessitait. Il y a la marge de progrès. Voilà. Et donc l'ARE 2020, d'ailleurs l'ART 2012 prévoyait déjà, mais ça n'a rien à voir avec la ventile, prévoyait une mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments. Donc Calibat était intervenu et avait créé une qualification. Voilà. Et donc dans l'ARE 2020, donc là on vous a mis 2 éléments qui sont intéressants. L'article 19, ça parle de perméabilité à l'air. Effectivement, il y a des exigences de mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Et il y a une grande nouveauté qui est apparue, surtout pour Calibat, la nouveauté, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, qui est la mesure de le contrôle des systèmes de ventilation. Et donc c'est marqué dans les bâtiments impartis de bâtiments et d'habitation. Voilà, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministère chargé de la construction. Donc là, c'est là que Calibat intervient. Pour le moment c'est le seul, mais ça, je ne sais pas s'il y en aura d'autres un jour, mais c'est Calibat qui effectivement qualifie les entreprises qui font ce type de contrôle. Et là, on parle de personnes, donc c'est des personnes qui sont dans des entreprises, mais en fait, à Calibat, on a mis en place une qualification qui est à la fois un mélange de qualification d'entreprise et de certification de personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, on vérifiera tout un tas d'éléments sur l'entreprise, mais on va aussi vérifier les compétences de la personne. Et donc, pour mesurer la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment ou le contrôle des systèmes de ventilation, c'est des personnes qui sont compétentes, et dans le cadre d'une entreprise. Et donc, qualifier les entreprises. Donc là, c'est un petit peu ce qui a été dit. Depuis 2013, il y avait la mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe, donc il y a déjà un élément important. Et on a rajouté en 2020 la perméabilité à l'air
donc le contrôle des systèmes de ventilation. Il y a aussi une autre mesure que l'on fait à Calibat, qui est en fait le contrôle de la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques. Et donc là, on a aussi une autre qualification. Donc là, par contre, pour les réseaux aéroliques, ce n'est pas une véritable obligation pour dans tous les cas de figure. C'est uniquement si on veut effectivement faire classer, utiliser un réseau classé. Et le classement des réseaux aéroliques ne peut se faire qu'avec une mesure, et c'est une mesure faite par des opérateurs autorisés. Donc là, on ne le voit pas bien, mais ici, donc, l'attestation d'achèvement de travaux. Alors, on parle ici d'un opérateur, un opérateur reconnu compétent par le ministre chargé de la construction vérifie la conformité des systèmes de ventilation. Donc, c'est là, c'est ce dont je viens de parler, c'est la 8741, et c'est le contrôle des systèmes de ventilation. Donc, il y a deux qualifications qui existaient depuis la RT 2020, 2012, mais en 8711, 8721. Donc, à Calibat, toutes nos qualifications, c'est des nombres avec 4 chiffres. Ce n'est pas des nombres pris au hasard, il y a quand même une logique, heureusement, puisqu'il y en a 338, donc ça serait compliqué. Donc le tout premier chiffre, ça correspond en fait à la famille, et le dernier chiffre, mais là c'est pas un bon exemple, ça donne la technicité. Donc voilà, donc en fait, donc, les mesures de la perméabilité à l'enveloppe, donc on va aller très vite parce que ce n'est pas le plus important. En tout cas, donc c'est une population d'entreprises qui s'est créée globalement, et en fait on appelle nous à Calibat, et pas qu'à Calibat d'ailleurs, les mesureurs du bâtiment. Et donc, nous, au niveau de Calibat, c'est des personnes qui se sont spécialisées dans la mesure, et tout ce qui arrive, en fait, comme mesure dans le bâtiment, ben, on souhaite que ce soit ces personnes-là qui le fassent. Donc, en nombre d'entreprises, pour la perméabilité à l'air de l'enveloppe, 532, opérateurs 847, parce que les entreprises peuvent avoir plusieurs opérateurs. Certaines en ont beaucoup. Donc c'est normalisé bien sûr pour faire tout ce type de mesures. Celui qui commence, voilà, ça c'est quand même déjà nous intéresser un tout petit peu plus, c'est la 8721, mesure de la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques. Et là par contre, comme c'est que dans certaines cas de figure que la mesure est obligatoire ou nécessaire, on a déjà beaucoup moins d'entreprises, plus que 81 et 130 personnes. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Voilà, contrôle des systèmes de ventilation, c'est ça qui est rendu obligatoire par la RE20. Et donc là aussi, on a mis en place, donc ça s'applique pourquoi ces contrôles pour les maisons individuelles, les maisons habitations collectives, et c'est les simples flux, et c'est les doubles flux. C'est uniquement pour ça, pour ces systèmes-là. Ce n'est pas exhaustif forcément. Donc il y a à la fois des vérifications visuelles et des mesures, comme on en a parlé, de débit et de pression rouge. Donc l'objectif, bien sûr, pour s'assurer du bon fonctionnement des réseaux, on s'en doutait, pour réduire le nombre de malfaçons qu'on vous a montré, parce qu'effectivement, des photos comme ça, on peut en trouver des centaines, hélas. Pour pallier l'insuffisance des solutions d'autocontrôle, parce que les entreprises, bien sûr, quand on commence à leur dire qu'on va faire des contrôles obligatoires, ils disent mais c'est pas la peine, nous on a des fiches d'autocontrôle, on sait faire. Donc il y avait des fiches d'autocontrôle, hélas, mais c'était vraiment trop insuffisant. Et pour réduire la consommation, vous en doutiez. Et bien sûr, pour ça qu'on a mis le droit, pour améliorer la qualité de l'air des logements neufs. Parce que c'est vrai que, voilà, donc ces mesures pour le contrôle des systèmes de ventilation, c'est basé sur. Donc au départ, c'est basé sur le protocole premier vent, et on en a fait un protocole spécifique, protocole ventilation et romarin. Bon, donc la méthodologie de ce protocole, on va dire juste à la fin, il y a des points de contrôle obligatoires, et des vérifications fonctionnelles, et des mesures de pression et de débit. Voilà le matériel, vite fait. Thermomètre, donc voilà le matériel qu'on peut utiliser. Il n'y a pas d'estrade. Il n'y a pas d'estrade parce qu'un jour, moi, j'ai fait une conférence et quelqu'un est tombé, s'est pété la cheville. Donc ne joue pas à ça, Daniel. Donc il faut du matériel, donc, aussi bien pour la 8711 que pour la 8721 que pour la 8741, c'est du matériel qui doit être étalonné. Donc parce que ça ne sert à rien de faire des mesures si le matériel n'est pas étalonné, c'est la moindre des choses. Je peux poser une question qui grave un peu. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de mesure sur les entrées d'air, sur les menuiseries? Je ne sais pas, toi tu connais mieux que moi, Valérie. Pourquoi faire? Pour vérifier ce qu'il y a. Ben, ça dépend. Ah oui, Ça dépend du débit, ça dépend de la dépend direction du vent. L'objectif, il n'y a pas d'exigence réglementaire en France sur l'entrée d'air. Oui, justement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de le mesurer, puisque l'exigence de mesure, elle est associée à l'exigence réglementaire. Donc tant qu'il n'y a pas d'exigence réglementaire, il n'y a pas de raison de le mesurer. Voilà, donc, bien ça, c'est réglementaire. Donc, quelles preuves garanties sont apportées au maître d'ouvrage pour la réalisation de qualité de ces contrôles? Parce que ce n'est pas tout de faire des contrôles, il faut effectivement qu'ils soient bien faits. Donc, il y a des opérateurs qualifiés, donc c'est les fameuses qualifications 8741, si on parle du contrôle des systèmes de ventilation. Les opérateurs équipés de matériel étalonné, c'est ce que je viens de dire. Des rapports de vérification transmis au maître d'ouvrage, bien sûr que le maître d'ouvrage les reçoit leur rapport de mesure, c'est la première des choses. Et pour le contrôle des systèmes de ventilation,
et un observatoire national de ventilation, et donc nos opérateurs déversent les résultats bons et mauvais dans l'observatoire national de ventilation, qui permettra au ministère de faire des stats, et ce qui commence. Cet observatoire national de ventilation, tout le monde peut aller le voir sur le net. Alors on peut voir quelques petites statistiques. Non, on peut rien voir. Mais alors donc, là on est le 28 mars, donc je peux encore avoir la même réponse du ministère. Ce sera mis en ligne d'ici la fin du mois de mars. Voilà, c'est bon. Donc, Lundi 17h. non, ça sera mis en ligne d'ici décembre 2024. Voilà. Voilà. Non, c'était 24 C'était la première 24. fois et la dernière mise à jour. C'est comme les règles qu'on attend Mais du 1er en fait, janvier 2025. l'observatoire est en fonctionnement, donc les opérateurs peuvent déverser leurs données dessus. Simplement, les statistiques ne sont pas encore affichées parce qu'il faut vérifier qu'il y ait suffisamment de données pour qu'on ne puisse pas machin, hein. Il y a 10 000 données. Oui, c'est Là, déjà pas mal. on commence à être pas mal théoriquement, mais il faut 3 signatures en hauteur dans le ministère et 2 gens qui ont autre chose à faire que si. Donc il y a une attestation de conformité à la RE20, et surtout, si ce n'est pas en conformité, il faut mettre en conformité. Donc ça permet de... Voilà. Alors, quelles compétences pour le contrôleur? Donc celui qui va venir faire le contrôle dans le cadre du contrôle des systèmes de ventilation, il faut qu'il y ait une formation qui est obligatoire. Donc tout ça, c'est précisé pour la 87-41, mais ce n'est pas Calibat qui l'a inventé, c'est des obligations liées au... Alors, une formation externe de 2 à 3 jours, donc ce n'est pas les formations sur l'installation. Donc c'est des formations carrément où on apprend effectivement à faire les mesures. Donc il y a une partie, dans ces formations, il y a une partie théorique, une partie pratique, et un QCM et une validation sur site. Donc c'est ce qu'on a marqué ici, ce n'est pas les formations qui existent. On rajoutera rapidement. Alors après, à quelle date? Donc ça c'était sur le 9. Les contrôles qui sont faits sur le 9. Nous, avec Calibat, donc, on vous a dit qu'il y avait des qualifications. Donc 5311, donc c'est les qualifications pour les installations de photovoltaïque, les installations de système de ventilation. 5311, 5312. Alors ce que je voulais simplement vous dire pour conclure. Donc en fait, à Calibat, c'est des qualifications qui sont RGE, donc ça veut dire qu'on fait des contrôles sur les chantiers. Juste pour l'anecdote, on a fait l'année passée, là, en 2024, 19 000 audits, donc 19 000 contrôles d'organisation sur des entreprises, alors pas que sur bien sûr des entreprises de ventile, mais on en a fait sur des installations de ventilation, on a fait 440 contrôles. Donc c'est pas non plus des très grands nombres, là, mais ça permet quand même de faire des stats, et là vous allez être un peu traumatisé, parce que c'est quand même, c'est des installations, c'est de la rénovation. Donc on peut considérer, c'est pas du neuf, mais c'est des installateurs qui normalement sont compétents. Donc quand on fait des contrôles comme ça au niveau du RGE, ça fonctionne toujours pareil, on a des grilles de contrôle, donc avec différents points de contrôle. Et donc les points de contrôle qui peuvent avoir des écarts majeurs, écarts mineurs ou des observations. Quand il y a des écarts majeurs, ça veut dire qu'on va repasser le dossier en commission et qu'il y a toutes les chances pour qu'on retourne faire un audit. Et donc 80% des cas, on tourne. Donc et en fait, on se rend compte que sur 100 chantiers, c'est un pourcentage, sur 100 chantiers, on rencontre, dans 12,16% des cas, on rencontre ce premier point. Les amenées d'air, les bouches de soufflage sont présentes dans toutes les pièces du voilà. Ça veut dire que déjà dans 12% des chantiers, et c'est maintenant, c'est en 2024, hélas. Ça veut dire que ça n'y est pas dans 88. Pardon? Ça veut dire que ça n'y est pas dans 88. Non conforme dans tout ce Voilà. Non conforme. Ça veut dire qu'on trouve ce point de contrôle non conforme dans 12% Ah, non conforme, des pardon, chantiers. non conforme. Voilà. Oui, enfin, sauf que ça, c'est normal. N'importe quelle personne qui pose un système de ventilation, il le sait quand même ça. L'entreprise doit respecter les procédures, fournir les notes de dimensionnement, là ça tombe un peu aussi. Et après les débits des bouches, dont on parlait tout à l'heure, voilà, les débits des bouches, ils ne sont pas non plus, c'est pas considérable quand même. Il y a 6% des chantiers sur lesquels il y a ce problème-là. Oui, sur 440. Après, et là c'est les non-conformités mineures, donc c'est un petit peu moins grave, mais là vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, les portes qui ne sont pas détalonnées, donc là c'est une inconformité mineure, mais on la trouve quand même encore en 12% des chantiers. Les bouches d'extraction, c'est un peu ce que tu as montré tout à l'heure, les bouches d'extraction sont distantes d'au moins 20 cm des angles de paroi, et voilà, un chantier sur 10, on la passe, il y a des problèmes. Et le PV de réception, là aussi c'est pareil, un PV de réception, mais bon ça c'est un problème récurrent dans le monde du bâtiment. Un PV de réception, on ne l'a pas non plus dans 10% des cas. Après les observations c'est moins grave, les fiches d'autocontrôle, vous voyez quand je parlais tout à l'heure d'autocontrôle, tout le monde nous disait oh, on sait faire, on a des fiches d'autocontrôle. Dans la moitié des cas, les fiches d'autocontrôle ils n'en ont pas. Donc c'est un peu craignos. La commande double débit en cuisine et opérationnelle, oui, 11% des cas, non, ça ne marche pas. Et observation sous un rempart des bouches de soufflage sont à moins de 90, voilà, 0,23%. Là, par contre, ça, on a mis que les observations. Bon.
Il faut savoir que nous, au niveau de Calipat, on a participé à ces grilles quand on les a mis en place. Et on a tout fait pour qu'il y ait quand même un minimum d'écart majeur. Parce que derrière, on savait que ça serait lourd de conséquences pour les entreprises. Voilà. Parfait. Merci Daniel. On devrait en avoir un peu, mais pas pour vous. Après, c'est Natacha qui sera sur les minutes après qui termine. Donc, on est dans les clous, ma chère Valérie. Bienvenue. Ça fonctionne. Hop, donc alors moi je vais vous parler du coup de la partie qualité d'air en exploitation et en l'occurrence, les exigences réglementaires et normatives aujourd'hui et demain. Donc on a vu avec Daniel que sur la partie système, maintenant ça y est, on a une inspection obligatoire du système de ventilation. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'il y a quand même peu de chances d'avoir une bonne qualité de l'air si on n'a pas un système de ventilation fonctionnel. En revanche, ce n'est pas parce que le système de ventilation fonctionne que la qualité de l'air sera bonne. Il y a une implication dans un sens, mais ce n'est pas une équivalence. Et donc, là, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose qui manque quand même pour vraiment améliorer la qualité de l'environnement intérieur. C'est une inspection non plus uniquement du système, mais une inspection de la qualité de l'air intérieur. Et on peut même aller plus large, la qualité de l'environnement intérieur au sens large, puisque c'est le nouveau terme de la directive européenne, c'est-à-dire on n'inclut pas que la qualité de l'air, mais aussi la température, l'humidité, et éventuellement l'acoustique et l'éclairage aussi. Donc, le premier pied dans la porte, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, qu'on a en France sur ce sujet-là, c'est la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Donc cette surveillance, bon. Oh. Ah non, mais j'ai compris, c'est le bouton échappe qui est beaucoup trop proche du bouton flèche. Je vais y arriver. Oh, c'est fabricant. Je sais pas ce qu'il est. Ouais, c'est pas ergonomique, hein, franchement. Voilà. Donc, la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP, elle est arrivée au 1er janvier 2023 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les accueils de loisirs scolaires, extrascolaires et périscolaires, et les établissements d'enseignement du premier et du second degré. Théoriquement au 1er janvier 2025, mais c'est comme l'Observatoire de la qualité de l'air, ça va arriver, on est juste un petit peu décalé. Incessamment souple. Incessamment, là je suis moins sûre. Mais bon, bref. Dans les établissements sanitaires et sociaux, donc tout ce qui est EHPAD, et dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc là, actuellement, il y a des discussions qui sont en cours entre la DGS et la DGPR. Ça va arriver, mais pour l'instant, les textes ne sont pas parus. Si vous êtes très impatient d'appliquer, vous pouvez vous référer à ce qui est fait dans les écoles. C'est le même type de choses qui seront dans les textes. Donc c'est pas, voilà, il n'y aura rien de révolutionnaire pour ces établissements. Pardon, il y a un avis. Voilà, si vous êtes vraiment impatient, référez-vous au texte de l'établissement scolaire et à l'avis du Haut Conseil de la santé publique qui vous orientera. Les piscines dans les établissements sportifs sont sorties du dispositif. Alors, 3 points clés dans ce dispositif, les évaluations des moyens d'aération et de ventilation, les campagnes de mesure et l'établissement du plan d'action. Donc, l'autodiagnostic, voilà, et les mesures à CO2 de lecture directe, tout ça c'est systématique. Donc, les évaluations des moyens d'aération et la mesure de CO2 c'est tous les ans, l'autodiagnostic c'est tous les 4 ans. Ça c'est réalisé systématiquement. Et les campagnes de mesure, donc les polluants qui ont été choisis, parce qu'il faut bien en choisir quelques-uns, c'était formaldéhyde, benzène et CO2, et ça c'est uniquement aux étapes clés, donc en cas de grande rénovation du bâtiment, de changement des sols, changement des solvants, etc., d'agrandissement, voilà. Donc il y a toute la liste des étapes clés, je vais vous expliquer, vous pouvez trouver tout ça après, je ne vais pas tous le détailler, parce que sinon je vais dépasser mon temps. Voilà, et la mise à jour du plan d'action qui doit être régulière. Donc, voilà, si vous voulez plus de détails sur le sujet, le CEREMA a sorti un guide extrêmement exhaustif, très bien fait, n'est-ce pas? Mis à jour d'ailleurs en février 2025 avec les toutes dernières nouveautés, pour accompagner les collectivités et n'importe qui dans la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air. Je vous laisse le prendre en photo. Vous allez sur le site du CEREMA et vous l'aurez. Ça avance un peu, c'est fait ça. Ah oui. Oui, mise à jour février 2025, la dernière publication date. Toujours. Voilà. Et donc, bon, juste un petit mot, Valérie. Pour tout ce que vous avez là, ce sera mis à dispo avec le cinéma, voilà, un peu tout ce qu'on a passé. Une fois que j'aurai l'accord de tout le monde qui accepte, mais normalement il n'y aura pas de problème. Pas de problème de mon côté. Donc, vous avez plusieurs tomes voilà, qui détaillent les éléments, donc présentation du dispositif, comment faire pour évaluer les moyens d'aération, en quoi ça consiste, comment rationaliser un peu ces exigences, comment faire l'autodiagnostic,
quelles sont les étapes clés, comment on sait quand est-ce qu'on doit aller faire des mesures spécifiques tous les 7 mois. Voilà, les mesures de polluants réglementaires, le plan d'action et différentes fiches à visée informative. Donc voilà pour ce qu'on a en France actuellement. C'est à peu près la seule réglementation, moi j'en ai raté une, hein, mais qui impose de surveiller la qualité de l'air en exploitation. Heureusement, comme l'a dit Francis tout à l'heure, on a une nouvelle directive performance énergétique des bâtiments qui est arrivée, qui devrait donc s'appliquer en France dans les 2 ans qui viennent, avec le petit retard habituel, il ne faut peut-être pas trop miser là-dessus quand même, qui a été imposée, donc elle a approuvée par le Parlement européen en 2024, et elle impose. Donc on a une exigence sur la performance énergétique, et sur la rénovation, doit toujours prendre en compte la qualité de l'environnement intérieur. Donc je l'ai dit, qualité de l'environnement intérieur, dans leur définition, c'est qualité de l'air, température et humidité. Hein. Et ce serait bien quand même de prendre en compte l'acoustique et l'éclairage. Voilà. C'est dedans aussi, mais ce n'est pas imposé dans les textes. Lumière, non, il y a la confort visuel. Confort visuel. Une inspection obligatoire, et ça aussi, ça va changer les choses en France, des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation de plus de 70 kW au global, hein, c'est pas la ventilation qui va faire plus de 70 kW, tous les 5 ans et tous les 3 ans si on est au-delà de 290 kW. Donc ça veut dire que concrètement sur les bâtiments tertiaires avec un minimum important, on va avoir une inspection obligatoire de système de ventilation tous les 3 ans. Oui. Qui nous les imposera? Eh bien la réglementation nationale. Non mais je veux dire, par exemple, excusez-moi de vous couper, pour la fumée, c'est les assurances qui disent qu'on doit faire un ramonage et le justifier pour avoir les assurances. Là, est-ce qu'il y aura un enjeu électrique d'assurance? Ça existe déjà pour les installations de climatisation et les installations de froid et de chauffage, ça existe déjà, un contrôle obligatoire. La dernière fois, avec l'ancienne directive, on s'était bagarré pour qu'il y ait aussi les installations de ventilation. Et il n'y avait que les très grosses installations qui avaient été retenues dans la directive, et qui n'étaient pas forcément appliquées dans tous les pays. Et là, ce qu'on a fait, c'est raccrocher les wagons, c'est-à-dire que les installations de ventilation vont être soumises aux mêmes obligations que les installations de chauffage et de production de froid. Voilà, et donc en fait, le problème c'est que la directive, elle ne s'applique pas directement aux citoyens européens. Non. La directive, elle s'applique aux États membres, et c'est les États membres qui doivent mettre en place une réglementation qui s'appliquera. Donc la manière dont ça sera appliquée, on ne peut pas le savoir encore, puisqu'en France, évidemment, on ne l'a pas encore implémenté. Monitoring obligatoire de la qualité de l'air non résidentiel. Les certificats de performance énergétique doivent inclure des recommandations pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur. Et donc, il y aura un texte d'application de la directive qui n'est pas encore paru, il n'y a que les drafts pour l'instant, mais ça devrait paraître d'ici début 2025, il est presque prêt, la version que j'ai vue, elle n'est pas trop mal. Voilà, et donc ça va probablement imposer aussi la rédaction de nouvelles normes européennes, puisque actuellement, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas un véritable protocole standardisé de mesure de la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on mesure? Quels critères? Quels indicateurs? Parce que les critères et les indicateurs, c'est pas pareil. Quel niveau, ça à la limite, c'est pas encore le plus difficile à définir, mais comment on mesure, sur quelle durée, où est-ce qu'on place les capteurs, etc. etc. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà dit, température, humidité, ventilation et polluants, ça c'est la définition. Alors en France, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on a? Prochainement, grâce à ESSOC, quoi qu'en dise Francis, on va avoir des critères de conception pour une bonne qualité de l'air intérieur, désolé, c'est resté en anglais, dans le résidentiel, mais uniquement sur la phase conception. Ces critères ne s'appliquent pas pour mesurer ensuite sur la phase chantier. Il va falloir faire la même chose pour le non-résidentiel. En non-résidentiel, on est quand même dans un grand flou artistique avec uniquement le RSD et le Code du travail. Et ensuite, il va falloir définir des critères de qualité de l'environnement intérieur pour la mesure, et définir, donc la mesure sur site, et définir comment aussi on va monitorer la qualité de l'environnement intérieur. Tout ça, pour l'instant, il n'y a aucun texte véritablement qui existe. Donc, quel type de mesure on fait, quelle fréquence, quels indicateurs, etc. La seule chose qu'on a, c'est ce que je vous ai montré sur la qualité d'air et les ERP. Voilà, donc concrètement, il va falloir développer des indicateurs de performance de qualité de l'environnement intérieur pour la mesure sur site, des critères de qualité de l'environnement intérieur pour les bâtiments non résidentiels, que ce soit pour la phase conception, donc la phase simulation et la phase mesure. Ce n'est pas forcément les mêmes indicateurs. D'ailleurs, on a montré un tableau au début des indicateurs qui pouvaient aller dans un cas et dans l'autre.
Les exigences en matière de surveillance de la QAI, qu'est-ce qu'on fait comme mesure, quelles fréquences, quels indicateurs, et les exigences sur l'inspection régulière des systèmes de ventilation. Voilà. Et j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi une exigence de monitoring, alors qu'il y a le GTB dans les bâtiments tertiaires qui va s'imposer. Et donc, pareil, il faudra expliquer concrètement ce qu'on doit monitorer. Donc ça, c'est les deux normes. Alors, celle-ci est déjà en révision, et la CES 798-17 va probablement rentrer en révision pour intégrer aussi l'inspection de la qualité de l'environnement intérieur, et pas uniquement l'inspection du système de ventilation, comme c'est le cas actuellement. Voilà, et alors j'avais quelques petites slides sur les initiatives nationales qu'on peut voir dans les autres pays. Alors, je vais passer très vite parce que je crois que j'ai dépassé mon temps déjà, mais la Belgique, c'est quelque chose sur le CO2, donc c'est pas le plus intéressant de mon point de vue. La meilleure certification que je connaisse d'un point de vue international sur la qualité de l'air intérieur, c'est à Hong Kong, où ils ont un système volontaire de certification de la QAI pour les bureaux et les espaces publics. Donc, c'est-à-dire qu'un bureau peut dire, voilà, moi je veux me faire certifier pour pouvoir afficher à l'entrée de mon bâtiment que la qualité de l'air dans le bâtiment est bonne. Donc, ils ont des inspecteurs qui viennent, qui vont faire des mesures, évaluer la QAI. Il y a deux niveaux de certification, bon et très bon, en gros. Et donc, c'est une approche volontaire. La participation est gratuite, mais évidemment, le propriétaire doit payer l'organisme accrédité qui va venir faire les évaluations. Et donc, il y a une mesure de l'ensemble des paramètres de qualité de l'air tous les 5 ans et des mesures de CO2, PM10 et des moisissures tous les ans. Donc, en gros, l'objectif là, c'est de vérifier que le système fonctionne tel qu'il doit fonctionner et tous les ans, de vérifier qu'il est bien encore en marche, quoi. Et donc, voilà, il y a tout un petit schéma de fonctionnement. Il y a 12 paramètres de qualité de l'air qui sont mesurés pendant une occupation élevée sur une base de 8 heures. Évidemment, ils ont le droit de faire les gentillonnages aussi. Et voilà la liste des polluants qui sont mesurés avec les classes et la durée de la mesure aussi. Et voilà comment ils évaluent leur bâtiment. Et donc, ensuite, ils ont une checklist de 6 pages aussi, puisqu'il y a une première étape qui est l'inspection visuelle en marchant dans le bâtiment. Et donc, ils ont toute une checklist à vérifier à l'intérieur du bâtiment. Et ça leur permet ensuite d'afficher leur joli petit certificat à l'entrée du bâtiment. Voilà, voilà. Merci Noémie. T'es dans le thème? C'est bon? Ça c'est pour toi? Ah. Les gens courent encore. Alors, donc, pour bien réussir la qualité de l'air pendant la phase d'exploitation, il faut déjà être conscient de quelque chose, c'est que il va y avoir un énorme gap entre ce qui va être conçu et ce qui va être vraiment mesuré sur place à la fin. Alors, pourquoi? Parce que déjà, en conception, on ne fait pas forcément appel à des experts de la qualité de l'air intérieur pour justement designer un peu tous les systèmes qui vont intervenir. Parce que pendant la phase de réalisation, il y a eu des jolies photos montrées tout à l'heure qui montrent pourquoi ça peut dériver. Et enfin parce que l'utilisation d'un bâtiment sinon ça va durer plusieurs dizaines d'années et des fois on va changer d'activité. Et donc comme les sources de polluants sont aussi liées à l'activité, on va avoir des différences. Donc ici j'ai un peu remis des sources de pollution, mais elles ont déjà été présentées ce matin en détail, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que voilà, ces sources de pollution aussi vont évoluer avec le temps, et donc la qualité de l'intérieur c'est quelque chose de dynamique et ça ne va pas être fixe dans le temps. L'environnement extérieur va évoluer aussi autour du bâtiment. Oui. On peut avoir une usine qui se met à côté, avec des odeurs de friture, des choses comme ça. Donc, pour pareil, là je vais passer vite parce que ça a été déjà présenté ce matin en détail, mais c'est juste pour un petit rappel. Donc, ça rejoint ce que disait Valérie tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'idée de qualité de l'air intérieur. Et quand on parle de qualité de l'air intérieur, il faut penser aux polluants en fait, et pas juste à un débit de ventilation, donc des moyens, mais vraiment des résultats. Donc, on va avoir des polluants chimiques, biologiques et physiques qui vont avoir chacun un impact sur notre santé, différent en fonction de la nature de ces polluants-là. Alors, vous allez me dire, il existe des milliers de polluants, donc on ne va peut-être pas tous les monitorer un par un parce que sinon ça serait un peu fastidieux. Et en effet, c'est le cas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre
des indicateurs dont on a parlé, Valérie en a parlé aussi, qui sont représentatifs de chaque catégorie. Et donc aujourd'hui, donc Valérie a présenté ce qui s'est fait donc à Hong Kong, en Chine. Il y a plusieurs groupes qui réfléchissent sur la question, et notamment, donc, je fais partie du CRQA, c'est vrai que la réflexion à la qualité de l'air intérieur, avec Nicolas, Fabien, Francis et d'autres experts de la qualité de l'air intérieur, on s'est posé sur ce sujet, il y a une autre réflexion qui est sortie. Et là, typiquement, en fait, ça donne non seulement les indicateurs que vous allez pouvoir suivre, mais qui ont été classés en 2 catégories, en fonction des moyens de mesure, s'ils étaient simples à être utilisés par des occupants ou s'il fallait faire appel à un expert. Donc, ce qui est marrant de voir là-dessus, c'est que, comparé à ce qu'a présenté Valérie, grosso modo, vous retrouvez à peu près les mêmes indicateurs, ce qui veut dire, et ce qui est la preuve que, en fait, scientifiquement parlant, aujourd'hui, les experts sont d'accord sur le sujet, et il y a un consensus international, en fait, sur la question. Maintenant, c'est juste une volonté réglementaire de le faire appliquer ou non. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir votre qualité de l'air en intérieur en exploitation, se baser sur la réglementation, il y a 3 postes d'indicateurs. Ça ne représente pas toutes les catégories de polluants, donc ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et c'est en regardant un peu ce qui se fait autour et les indicateurs qui sont proposés, parce qu'aujourd'hui, la réglementation ne les propose pas. Voilà, donc typiquement, celle en Chine, elle est bien faite. Bon, en Europe, maintenant, il y a une directive. Et c'est super déjà qu'il y ait une directive, parce que j'en avais pas avant. Mais maintenant, c'est vrai que pour la mise en application, ça serait bien qu'il y ait des indicateurs, et pas juste 1 ou 2 ou 3, mais vraiment voilà, quelque chose de représentatif pour s'assurer qu'on ait vraiment une bonne qualité de l'air intérieur en exploitation. C'est pas exhaustif, c'est pas parfait, et oui, si on voulait faire un truc parfait, on utiliserait des analyseurs à 200 000 €, mais c'est pas le cas. Mais déjà, ça donne une bonne idée en fait de toute la pollution, et c'est déjà pas mal. Sur cette typologie de moyenne mesure, juste pour vous donner alors moi je suis plutôt experte sur la partie chimique, donc composés organiques volatiles, mais c'est le même principe, on va dire, pour les différentes catégories de polluants. Vous avez déjà les méthodes normalisées, parce qu'il y a des protocoles qui existent et qui sont normalisés voilà, dans la norme. Donc on sait déjà qui explique où positionner les capteurs, etc. Donc il y a déjà des méthodologies qui vont donner des choses assez spécifiques. Vous avez après des analyseurs non spécifiques, mais quand même étalonnés de bonne qualité, comme vous pouvez le retrouver sur les débits de ventilation. Alors là, vous allez avoir une idée générale de la pollution chimique, pas détaillée, donc ça ne va pas vous donner forcément un impact sanitaire, mais plutôt un niveau de l'ampleur du problème. Donc c'est ça qu'il faut que ce soit aussi faible que possible dans ce cas-là. Vous pouvez présenter Francis Maître. Après, vous avez, voilà, ça c'est génial, ça scientifiquement. Là, les analyseurs, c'est génial, mais à déployer, c'est un peu plus compliqué. Là, vous pouvez avoir quelque chose une représentation sanitaire en plus en temps réel, donc c'est vraiment le top, la Rolls-Royce. Et après, vous avez tous les petits capteurs. Donc là, ça va être ça, mais en mode grand public et un peu dégradé, non pas aussi quali. Mais déjà, ça peut vous donner une idée de l'évolution dans le temps, voir s'il y a des pics, voilà, identifier des activités polluantes. Et en fait, s'il y a juste une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moyens de mesure. Chacun a leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de ce que vous allez voir, si c'est un impact sanitaire, si c'est juste faire un état des lieux, et puis en fonction de votre budget, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est aussi une question de budget. Et vraiment, l'idée c'est de choisir son moyen de mesure en fonction de ce qu'on veut voir et du budget qu'on a. Voilà, pourquoi en fait on mesure. Et c'est vraiment ça en fait qu'on va appliquer. Alors c'est bien, donc on a des indicateurs, on a des moyens de les mesurer. Après, il faut le sélectionner, mais ils existent. Ils existent, et ça c'est déjà beaucoup. Et là encore, c'est bien de mesurer, mais avec la mesure, on s'arrête là, ça ne sert pas à grand chose pour la qualité de l'air, ça ne sert pas. Donc soit, en fait, dès lors de la conception, ça c'est plutôt sur les bâtiments tertiaires, on a déjà ce qu'on
qu'on appelle une gestion technique du bâtiment avec des systèmes qui sont automatisés et qui vont réagir directement en fait s'il y a un pic de polluants. Ça va ouvrir les systèmes de ventilation par exemple, et donc du coup ça va résoudre le problème tout seul. Il y a des systèmes aussi qui fonctionnent sur la progression sans attendre un pic, qui regardent aussi une évolution sur Oui, un qui certain laps de prédisent. temps. Ouais, en fonction si ça commence à augmenter, déjà qu'ils prédisent et qu'ils agissent avant que ça soit qu'il y ait un gros pic. Si vous n'avez pas ça, ce qui est quand même le cas souvent dans les logements, la source elle va pouvoir peut-être identifiable facilement et ponctuelle. Vous avez mis un désodorisant, vous avez allumé une bougie parfumée, voilà, c'est identifiable facilement, on peut l'enlever facilement. La source est identifiable, mais l'émission de polluants est continue, donc les fameux meubles suédois par exemple, les matériaux de sol, etc. Vous avez des cas où là vous ne savez pas trop, parce que vous venez pas d'installer un meuble, etc. Il n'y a rien qui diffère, mais là on ne sait pas trop. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est. Alors, comme c'est en conception, ça n'a pas été présenté, mais en gros, l'idée c'est. Alors, il n'y a pas la phase d'audit là, vu que c'est en exploitation, vous allez d'abord faire un audit, vous allez chercher c'est quoi la source. Et derrière, en fait, ce qui est généralement fait pour déterminer quel système finalement de remédiation on va mettre, ou quel système on va installer à la base, c'est qu'il y a du coup des logiciels, des simulations qui permettent de faire ça à la base pour concevoir justement la résolution du problème. Et là, en fait, la solution, c'est pas toujours la ventilation. On a parlé énormément de ventilation, mais j'attire votre attention que, en fait, la qualité de l'air, c'est pas que la ventilation, et c'est pour ça que les indicateurs, c'est pas que les débits de ventilation. Et typiquement, on l'a vu, si votre entrée d'air est juste à côté du système de ventilation, alors vous aurez beau augmenter, ça ne changera rien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en compte. C'est pour ça qu'il faut prendre des simulations qui simulent aussi, en fait, le système aérolique, parce que voilà, c'est peut-être changer l'entrée d'air de place, c'est peut-être ça la solution. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Ça peut être peut-être retirer le meuble parce que vraiment c'est une catastrophe. S'assurer simplement que le système de ventilation fonctionne. Ça, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. J'ai mis une modification des systèmes de ventilation, des débits de ventilation. Si c'est bouché, bon faut le déboucher. Et ça peut être dans certains cas parce que voilà. Ça peut être aussi l'installation de systèmes de purification de l'air. Ça peut être dans les centrales double flux parce qu'il n'y en a pas de filtre, par exemple. Ça peut être via des purificateurs d'air quand vraiment, enfin voilà, c'est ponctuel, etc. Voilà. Ça peut être des solutions. C'est comme sur les énergies renouvelables, il n'y a pas de, aussi ou des moyens mesurés, il n'y a pas de bon, de mauvais. L'idée c'est qu'en général, la solution elle vient vraiment de solutions complémentaires en fait et de choses qu'on va faire travailler ensemble pour avoir la meilleure solution. En général, on va utiliser plusieurs en fait, de ces solutions, on va les mixer pour avoir vraiment quelque chose d'optimisé. En conclusion, pour bien réussir son projet en exploitation, donc aujourd'hui, parce que la réglementation est encore faible et elle ne va pas vous dire s'il y a une bonne ou une mauvaise qualité de l'intérieur, comment aller au-delà des réglementations et prendre vraiment ce qui se fait de mieux à l'étranger ou voilà, des choses qui peuvent être faites même ici, mais vraiment sur des études scientifiques. Suivre les indicateurs tout au long de la vie du bâtiment et pas juste une fois, parce qu'au début, parce qu'en fait, encore une fois, ça évolue dans le temps, en choisissant des moyens de mesure adéquats. Typiquement, voilà, c'est micro 14, si vous voulez juste voir l'évolution dans le temps et ensuite faire des mesures de temps en temps plus profondes pour voir où est le problème. Voilà. C'est des choses qui peuvent se faire. Et en cas de dépassement des indicateurs, donc utiliser les moyens de remédiation adéquats pour revenir à une bonne qualité de l'air. Parfait. Merci beaucoup et merci à l'intégralité des intervenants de la journée parce que j'espère que vous avez goûté un petit peu tout le foisonnement et la qualité de ce qu'il y avait là. Franchement, réunir toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est vraiment super. Certains sont partis. Merci Valérie, merci Natacha, Francis. On a notre ami Daniel, Fabien évidemment, Pierre qui se cache là-bas près du radiateur. Et puis qui était là, Claire-Sophie ce matin, Émilie aussi qui est là. Et puis une petite pensée pour Saba qui est malade et qui n'a pas pu nous rejoindre. J'espère que j'ai oublié. Bah si, Pierre et Julien, voyons.
Pas très bien. Il y a une question. Tu peux pas lever la main, Eric? Oui, je voulais dire aussi, il y a aussi dans l'amélioration de la qualité de l'air, c'est aussi la notion de maintenance, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, et notamment sur le nettoyage des réseaux de ventilation qui se font à la réception, enfin qui devraient se faire à la réception du bâtiment en fait, et qui se fait pas forcément toujours. Et donc on retrouve en fait tous les débris de construction dans les réseaux de ventilation en fait. Et donc c'est aussi un point de vigilance. Il y a aussi des pratiques qui sont toutes bêtes, ça dépend des constructions qu'on va trouver. Je parle un petit peu plus en maison individuelle, qu'elle soit groupée ou pas. Souvent on va construire sa maison, peut-être les 2 bâtiments, mon cher Pierre. Il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil dans la première année d'exploitation, tous les 3 mois au filtre, comme c'est des matériels qui sont soumis avec des filtres. Et aussi, souvent, vous avez une maison qui a été construite dans un lotissement ou dans un groupe, et en fait, la première est terminée. Par contre, il y en a 40 derrière qui vont continuer à se faire, les camions vont passer. Il va y avoir beaucoup de poussière, il va y avoir beaucoup peut-être de découpes de béton pour certains, ça arrive, des poussières d'autres choses. Il va se passer beaucoup de choses et il convient d'y faire aussi très attention pour s'assurer au bout du fonctionnement qu'on soit dedans. J'espère que... d'autres questions? Non? Personne. André sera ravi de t'accueillir. Tout à l'heure, André aurait dû intervenir et puis il n'a pas pu venir plus tôt que ça, mais on est content de t'avoir parmi nous, du CRM aussi. Un grand merci au Cinnamome et aux Compagnons du Devoir qui nous ont si bien accueillis. Et vous en tirerez pas comme ça, parce que Marie et puis Théophile, venez pour le petit mot de la fin. J'ai assez parlé comme ça pour aujourd'hui. à vous pour ce petit mot et de remerciement notamment. Salut. En tant que Cinnamome, représentant, on vous remercie vraiment pour vos présentations de très bonne qualité. Ça fait plaisir de pouvoir avoir pu échanger entre tous, tous les partenaires aussi, qui ont fait exploser à leur stand. Bon, j'espère qu'il y a eu quand même des échanges, que tout le monde a pu échanger sur la qualité de l'air. Et puis aux compagnons de devoir pour tout l'accueil, les repas, c'était très très bon. Je pense que tout le monde s'est régalé. Un grand merci à tout le monde et aux membres du Cinnamome aussi qui étaient là pour nous aider pour cette belle journée. Merci. Merci pour tout cela. Merci de vous être déplacés dans cette maison des Compagnons du Devoir de Bordeaux, une nouvelle maison. Et puis j'espère que ça vous a peut-être donné envie 20 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt, ou je vais m'arrêter là, je vais laisser de faire ce parcours. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est s'ouvrir à un maximum de personnes. S'il y en a qui veulent faire des événements dans la maison, s'il y en a qui veulent, qui s'intéressent ou qui ont des connaissances, des jeunes qui sont motivés, qui ne savent pas encore trop quoi faire. On a plein de métiers différents. On a je pense, derrière un savoir-être que les jeunes apprennent et cultivent au fur et à mesure du parcours qu'on propose. Donc ça nous fait plaisir de vous l'avoir montré aujourd'hui. Vous avez pu goûter un peu au compagnonnage, au compagnonnage des pâtissiers aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu dans cette maison de Bordeaux. Merci. Merci à toi. Merci Nicolas quand je fais ça, pour toutes ces présentations et animations de la journée. Il n'y a pas besoin, merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose, la qualité de l'air. Prenez-en soin, faites attention. Moi je fais partie de ces gens, quand ils rentrent quelque part, je sens l'atmosphère et si c'est bien ou pas bien. Voilà, j'ai des gros soucis, vous devez vous en douter. Mais surtout, quelque chose qui pourrait être assez intéressant, et là je m'adresse à Théophile, le format qui vient de se faire, on pourrait imaginer qu'il se reproduise dans les autres maisons des compagnons en France. C'est possible aussi. Parce que ce serait assez sympathique. Moi je sais que Pierre m'avait sollicité à Amiens, il m'a sollicité aussi à Troyes. L'intérêt pour la qualité de l'air, il grandit, il vient, d'ailleurs quand il m'a invité à Troyes, il m'a dit viens Nicolas, c'est facile, tu vas parler 1h15. Ouais, j'ai parlé 4h15. Il y a eu des questions énormes de partout, ça a été très loin. Et ça fait plaisir parce qu'on est rentré dans un mouvement, dans une ère, même Valérie le voit depuis des années aussi, la qualité de l'air, on ne passe plus à côté.
peut-être pas toujours d'accord sur les systèmes, sur la prise en compte, etc. Mais en fin de compte, on passe plus à côté, ça rentre dans le schéma complet de ce qui est à traiter. Et ça, c'est déjà un bon pas qui est donné. Comme disent mes copains québécois, il ne faut pas lâcher. On va faire ça comme ça. Et puis, il me reste à vous souhaiter surtout un excellent week-end, une belle fin de semaine. Je ne sais pas s'il va faire beau ou pas beau, mais en tout cas, prenez du plaisir dans ce que vous faites et puis bon air à tout le monde. Merci. C'est sérieux ça?